Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans cette émission Entretien, mais c'est un numéro spécial parce que nous allons essentiellement traiter la question liée à l'enseignement dans notre pays. Nous l'avions promis, chaque fois qu'il y aura un événement de taille dans notre pays, on ne manquera pas d'organiser un plateau avec les spécialistes de la question pour essayer d'analyser et de proposer des solutions comme piste de sortie. Pour ce soir, nous avons deux professeurs sur ce plateau. Nous avons d'abord le professeur Lombeya de l'Université de Kinshasa. Bonjour professeur. Bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté, nous avons le professeur Benjamin Badikadila de l'Université pédagogique nationale. Professeur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bonsoir à vous tous qui nous suivez. Je le dis à l'ouverture, nous parlons de l'éducation dans notre pays en ce moment où la communauté nationale commémore l'enseignement qui nous a permis aujourd'hui d'être devant vous, qui vous a permis aujourd'hui d'être ministre, qui vous a permis d'être ce que vous êtes dans la société. C'est grâce à l'enseignement. Et ces jours fondent justement notre conviction à réfléchir autour du système éducatif. Professeur Lombeya, vous avez été recteur, ministre de l'Éducation dans le passé, aujourd'hui vous êtes sénateur. Tout ça, ça vous donne une somme d'expérience parce que vous côtoyez les étudiants chaque jour dans les universités congolaises, vous enseignez. Comment jugez-vous au stade actuel les systèmes éducatifs congolais? Il est par terre. Le système éducatif congolais est par terre. Mon collègue est de l'Université pédagogique nationale. Je commence par là, pour vous dire que c'est par terre. Si vous n'avez pas de bons enseignants au niveau primaire, si vous n'avez pas de bons enseignants au niveau secondaire, vous aurez de très mauvais étudiants, de très mauvais diplômés d'État. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de vocation pour devenir enseignant. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais a tué, il tue littéralement les systèmes d'enseignement. Si les enseignants sont mal payés, s'ils sont maltraités, il n'y a pas de vocation, personne ne voudra enseigner au primaire, personne ne voudra enseigner au secondaire. Résultat, il y a la sous-qualification. Et quand il y a la sous-qualification, naturellement, l'enseignement en souffre. Alors, quels sont les produits qui viennent du secondaire et qui nous arrivent à l'université? Ça n'a pas beaucoup de valeur. Quand je pose la question à un étudiant de seconde licence sur, par exemple, la basse-cour, il ne sait pas me dire ce que c'est que la basse-cour, qu'il est censé connaître depuis la deuxième ou la troisième année primaire, c'est extrêmement grave. Très bien. Alors, professeur Badikadila, vous êtes chercheur en psychologie et sciences de l'éducation. À votre avis, en fait, comment vous jugez le système éducatif congolais pour l'instant? Très bien, c'est une très bonne question. Je suis très content de votre thème de ce jour, jour de l'enseignement. Il cadre très bien avec ce que nous sommes, ce que notre pays est. Je ne fais qu'emboîter le pas de mon collègue, professeur, qui vient de dire tout à l'heure qu'il est par terre. Donc, effectivement, notre système éducatif est par terre. Nous avons des problèmes très sérieux. Et moi, je partirai des statistiques qui rentrent dans le cadre des recherches que sont en train de mener, dans le cadre de mon unité de recherche, qu'on appelle Cognition et Expertise Professionnelle à l'Université pédagogique nationale, où j'ai été sur terrain, j'ai constaté que 95% des enfants qui entrent en deuxième primaire ne savent pas lire. Alors, quand on ne sait pas lire, parce que l'apprentissage de la lecture se fait en première année, et donc on ne doit pas s'étonner qu'au niveau secondaire et universitaire, qu'on ait des étudiants, parce qu'ils passent tout le temps des classes, qui ne valent pas grand-chose dans une large mesure, parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas l'outil de l'école. Donc, le système est vraiment par terre et il nous faut beaucoup pour essayer de remonter la pente. Et c'est dans ce cadre que, toujours dans le cadre des recherches, je viens d'inventer la méthode cognitive de l'enseignement lecture fondamentale, qui est en cours de brevetage au niveau du ministère de l'Industrie. Le numéro vient de sortir. Je vois que incessamment mon brevet d'invention va avoir le jour,
qui est suivi par Maître Mboui Kapoui, qui suit ces dossiers. Donc, c'est des données importantes qui vont être utiles à travers le monde. Ces problèmes d'apprentissage de la lecture n'est pas seulement propre au Congo, même si c'est très sérieux chez nous, il est un peu partout, mais je crois que cette recherche va aider très grandement le pays et pourquoi pas le reste du monde. Très bien. Alors, professeur Lombeya, l'université, quand nous prenons l'enseignement au Congo, ou le système éducatif dans son ensemble était parmi les meilleurs en Afrique au début des années 60 et presque vers la fin de la colonisation, un peu plus vers les années 70. Mais qu'est-ce qui explique la descente aux enfers de notre système éducatif aujourd'hui? C'est bien de faire ces deux temps. La colonisation belge avait comme principe pas d'élite et pas d'ennui. Donc l'enseignement n'était pas très encouragé. Mais il faut quand même dire à l'actif de la colonisation belge que vers la fin, les choses ont commencé à s'améliorer un tout petit peu. Bon, lorsque le président Mobutu prend le pouvoir, je suis étudiant, je suis entré à l'université en 1965, les choses étaient encore. Et au secondaire et au niveau universitaire, nous avons des enseignants qui viennent de l'extérieur. Mais petit à petit, les enseignants seront mal payés. Petit à petit, l'administration va mal marcher. Petit à petit, ceux qui assument le pouvoir vont penser que les prérogatives et donc les pouvoirs, les avantages d'ordre financier, d'ordre matériel, c'est pour ceux qui font la politique. En ce moment-là, c'est l'administration dans sa totalité qui tombe, c'est aussi un secteur comme celui de l'enseignement qui tombe. Pourquoi ça s'est tombé? Eh bien, les enseignants sont très mal payés. Ils sont très mal payés. Je vais tout de suite au sommet. Je suis professeur ordinaire et les véhicules blancs que vous voyez ici, ce n'est pas un don, les professeurs ont payé ça. C'est alors seulement que l'État congolais vient de me donner $2000. Mais avant ça, les $1000, il y avait une année de ça. Mais avant ça, c'était 400, il y a 2 ans, c'était dans les 400 000. Vous voyez. Mais s'il en est ainsi, de nous qui sommes au sommet de la pyramide, qu'en est-il de ceux qui sont au niveau intermédiaire, au niveau secondaire? Qu'en est-il de ceux qui sont au niveau du primaire? Le problème essentiel ici, c'est que l'enseignant est très mal payé, il n'a plus ses avantages, et naturellement, il y a une désaffection, les gens abandonnent. Il y a une grande sous-qualification, et ça se répercute au niveau des étudiants, au niveau des élèves et des étudiants. Alors, vous avez aussi dans vos recherches parlé à un moment donné de la sous-qualification des enseignants. Aujourd'hui, comme disaient les professeurs, on ne voit plus les gens être attirés par la vocation d'enseignant. À l'époque, les gens faisaient l'IPN, OSP, ainsi de suite. Est-ce que le point d'abord, c'est l'orientation que les gens prennent, par exemple, pour aller dans les écoles? Chacun veut faire n'importe quelle faculté ou n'importe quelle section sans en avoir les aptitudes. Écoutez, c'est vrai, un problème d'orientation qui se pose tout naturellement. Mais au-delà, je me dis que, au-delà de l'intérêt qui s'effrite progressivement à cause de données, des causes que vient d'énumérer le professeur à côté, mon collègue, il est vrai que même ceux-là qui sont censés détenir les compétences, qui font la section pédagogique et qui se destinent à cet enseignement, eux-mêmes accusent beaucoup de lacunes dans leur formation. Et d'abord, il est vrai qu'il y a la démotivation, mais aussi la formation de base qu'ils acquièrent, dû certainement à ceux qui les forment, qui eux-mêmes sont découragés et qui n'ont pas toujours les compétences attendues pour être formateurs, fait que finalement, ces phénomènes fait que ces étudiants qui deviennent eux-mêmes encadreurs n'ont pas les compétences et par conséquent donnent une mauvaise formation aux élèves qu'ils encadrent. Donc le problème est à tous les niveaux, mauvais formateurs,
hein, parce que d'abord, dans les mauvaises conditions, et en plus pas bonne formation en termes de compétences, et finalement répercussions sur les élèves, et comme c'est la pyramide, et comme c'est la porte d'entrée de tout le monde, hein, comme c'est la porte d'entrée de tout le monde, porte d'entrée de tout celui-là qui veut se développer dans ce pays, et finalement on trouve que notre pays est en train de subir les coups. Donc c'est vrai qu'il y a un problème réel qui se pose dans notre système éducatif, et vraiment il est très sérieux. Très bien. Alors professeur, les enfants viennent, les élèves du secondaire viennent de passer leur examen de dissertation. Le comble, c'est que beaucoup d'enseignants qui surveillants ou ceux qui sont là-bas disent que les élèves écrivent vraiment n'importe quoi, et au fil du temps, malgré les diplômes, malgré les avancées, aujourd'hui on proclame les résultats 1 ou 2 semaines après les épreuves, mais les diplômes n'ont quasiment plus de valeur comme c'était le cas dans le temps. C'est votre avis? Écoutez, il ne faut pas se voiler la face, et les Congolais doivent apprendre à se dire la vérité. Le système a commencé déjà en 1960, lorsque ce pays devient indépendant. Nous avons des gens de toutes sortes, des gens qui viennent des pays arabes, des gens qui viennent, n'est-ce pas, des Caraïbes. On a connu des Haïtiens ici. C'est à ce moment-là que ceux qui nous prenaient en tutelle, le Congo, c'était un pays sous tutelle. Nous n'avons pas été sous tutelle seulement pendant la colonisation. Nous avons été sous tutelle peu après la colonisation. Il y a eu l'ONU Congo ici. Rappelez-vous, il y a eu SIAT. Maintenant, la MONUSCO est là. Demain, ça va être la brigade d'intervention, ainsi de suite. Donc, le Congo est sous tutelle. Déjà en 60, pour revenir donc au système d'enseignement, c'est alors, on va faire les systèmes d'orientation. Les systèmes d'orientation vont changer la méthode de l'apprentissage du français. Il ne faut pas dire à un petit enfant qui apprend à marcher, courez d'abord, et puis nous allons, et vous allez apprendre à poser les pas après. Non, il faut inverser. L'enfant pose d'abord les pas, et puis il court après. Or, qu'est-ce que nous faisons? Regardez la méthode de l'apprentissage du français. L'élève, c'est une phrase, une proposition qui lui est mise au tableau, et il lui est demandé de trouver des éléments grammaticaux. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avions d'abord maîtrisé les règles grammaticales et nous les appliquions. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Donc, nous sommes dans ces systèmes-là. Nous sommes dans ces systèmes-là. Et naturellement, ajouter au fait que les vrais enseignants, il n'y a plus de vocation de devenir enseignant. Même les gens nous accusent parfois, nous à l'université, de ne pas préparer la relève. C'est faux, c'est archi faux. Nous préparons la relève. Nous envoyons non diplômés dans les pays étrangers. Mais ils ne reviennent pas. Pourquoi ils reviendraient ici enseigner dans des universités congolaises où le professeur est comme un paria? C'est un laissé pour compte. Vous comprenez? Je l'ai dit aujourd'hui, et il n'y a personne. Personne au gouvernement, personne, nulle part dans ces pays ne peut venir sur ce plateau et me dire non, le professeur n'est pas un paria, voici les avantages qui sont donnés aux professeurs. Donc le système est en train de tomber parce que dans la tête de celui qui gouverne, il ne se rend pas compte de l'importance de l'enseignement. Si vous détruisez l'enseignement, vous détruisez l'homme. Et si vous détruisez l'homme, vous détruisez le pays. Dans tous les secteurs. Alors, professeur Badikadila, alors à quoi servent les structures comme l'inspection, tous les services de contrôle au niveau de l'enseignement primaire et secondaire? Parce que c'est de là que part le problème. L'enfant est mal formé au niveau de l'école secondaire. Aujourd'hui, à cause de l'absence peut-être de l'État, on voit le foisonnement des écoles privées, on donne... on agrée des écoles comme ça, le matin, le soir, dans le coin des rues, sans infrastructure. Tout ça s'est fait avec la bénédiction de ceux qui sont censés gérer ce secteur-là. Ben, c'est vrai, c'est une véritable observation, une bonne observation. Les inspecteurs, en fait, aujourd'hui, sont devenus pratiquement des fonctionnaires.
sans vraiment jouer leur rôle d'inspecteur. Hein. Ils sont là, des figurants, excusez-moi, peut-être que ces inspecteurs vont être touchés par ce terme-là, mais souvent c'est qu'ils me disent, mais professeur, mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je les côtoie assez régulièrement. Nous sommes là, nous constatons que ça ne marche pas, mais nous ne pouvons rien face à ces systèmes. D'abord, nous sommes mal payés, et quand on peut nous donner quelque chose à la sortie d'une école, et ça nous permet de payer au moins les transports pour aller dans une autre école, alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous nous rendons compte que rien ne marche. Le professeur Lombeya vient de le dire tout à l'heure là. Comment on est en train de procéder pour former nos élèves du primaire et du secondaire particulièrement? On commence par les faire courir avant de leur apprendre à marcher. Eh bien, écoutez, je crois que c'est le contraire. Effectivement, même au départ même de cet apprentissage, l'enfant vient d'arriver, il sort de la maison, il vient apprendre, et bien alors, on doit lui apprendre l'outil d'apprentissage qu'est la lecture et l'écriture. Alors, comment on va apprendre à lire à l'enfant? Actuellement, comment on le fait? L'enfant n'a encore rien appris de cette convention qu'est l'alphabet, ne connaît encore rien. Le premier jour, on lui présente une phrase au tableau, « Papa regarde la télévision ». C'est la première chose qu'on présente à l'enfant. Alors, on lui demande de lire. L'enfant ne connaît rien de ce qu'est cette lecture-là, qui n'est que conventionnelle. Et résultat, l'enfant va mémoriser, il va avoir juste une image et il va ainsi apprendre. Et les recherches ont montré que même si après on lui apprend à lire les lettres, à déchiffrer, à retrouver les lettres, les recherches ont montré que ces enfants ne changent pas de représentation, ils restent liés à la globale, donc ils restent à la devinette, quoi. Les enfants n'apprennent pas à lire. Et on le voit, nous-mêmes à l'université, nous avons des étudiants à qui on demande de lire, mais là qui nous surprennent, qui n'arrivent pas à lire les textes qui est sous les yeux. C'est ainsi que moi, quand il faut lire un texte, dans le cadre de travaux pratiques, alors je connais l'un ou l'autre étudiant dans l'auditoire qui me lit bien, alors je me focalise sur cet étudiant-là. Et quand je choisis un autre, commence à tâtonner, alors les collègues disent non, 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 il faut revenir à tel. Ben en fait, c'est la démarche qui est mauvaise. Et aussi, les étudiants actuellement, le syllabus, pour nous, qui signifie un outil de travail, pour que l'étudiant s'approprie le savoir qui est dedans, non, c'est devenu un outil de réussite tout simplement. C'est que l'étudiant ait son syllabus pour qu'il croit réussir automatiquement. Et donc, c'est vraiment déplorable. Pourquoi cela? Je crois qu'on doit abandonner la méthode globale. Hein, je l'ai dit, quand j'étais en France, j'en ai fait l'archéco, et immédiatement le ministre Gilles de Robillard, qui me suivait, qui lisait mes écrits, quelques temps après lui avoir envoyé la première version de ma thèse, a interdit en France les méthodes globales. Il a dit que ces méthodes ne pouvaient plus être utilisées pour entrer dans ce qu'il appelle les méthodes justement analytiques. Donc en fait, ce sont les méthodes, on ne va plus revenir aux méthodes syllabiques qui ont monté leur faiblesse. Parce qu'en fait, les méthodes syllabiques aussi ont monté largement leur faiblesse. Alors en fait, là c'est bien, on apprenait le code, on montrait à l'élève ce qu'est les codes, les lettres, ainsi de suite. Mais alors que l'on combinait pour combiner. Donc on avait des syllabes, et puis on avait toutes sortes de combinaisons qui n'avaient aucun sens et qui finalement décourageaient et l'enseignant et l'élève qui ne comprenait pas pourquoi il était en train de lire. Très bien. Donc, alors c'est là que oui, c'est important que je vous dise que mes recherches sont arrivées à mettre au point la méthode cognitive qui montre que la lecture fondamentale, qui est la porte d'entrée au savoir, cette lecture fondamentale doit partir de la connaissance de cette convention. On apprend la convention, donc les lettres de l'alphabet, on les maîtrise, on apprend les syllabes, on les maîtrise, et chaque... Ça permet aussi de bien écrire quand même. Exactement, d'apprendre à lire, à écrire, oui. Donc les deux doivent aller de pair, et progressivement, on doit déboucher sur des mots qui ont une signification pour l'enfant. Et donc comme ça, quand l'enfant lit, quand il apprend à lire, il arrive à lire des mots qu'il comprend. Ce qui veut dire que la lecture doit se faire, la lecture et l'écriture doivent se faire en langue locale. Alors l'enfant comprend bien ce qu'il est en train de lire, il est content. Et à ce moment-là, il va comprendre pourquoi il va progresser. Très bien. Alors, professeur Lombeya, c'est vrai, l'État a sa part de responsabilité parce que là, nous allons
situer les responsabilités. C'est vrai, l'État ne paye pas bien les enseignants. Vous voyez, les universités surpeuplées, hein, l'université de Kinshasa en l'occurrence, qui était créée pour un nombre bien précis d'étudiants aujourd'hui, on sait le nombre qu'il y a là-bas, même les hommes, ainsi de suite. Mais au-delà de tout ça, mais on voit aussi du côté des enseignants. Par exemple, aujourd'hui, la commercialisation des syllabus, qui devait servir, comme disaient les professeurs, de support à l'absence de bibliothèques ou de livres. Les professeurs commercialisent leurs syllabus. Les TP d'ailleurs sont incorporés dans les syllabus. Celui qui n'achète pas le syllabus donc ne passe pas le TP. Le clientélisme, on parle même des notes sexuellement transmissibles entre crochets. Il y a le favoritisme. Vous ne pensez pas que ce sont tous ces éléments qui finalement participent aussi à la destruction carrément d'un système éducatif déjà à l'agonie? Et alors, vous accusez qui? L'État partage ses responsabilités avec qui? C'est l'État qui crée les écoles? C'est l'État qui crée les droits? C'est l'État qui doit sanctionner. C'est aussi simple que ça. C'est l'État qui doit prévoir. L'université de Kinshasa, créée en 1954, devait avoir 2500 étudiants. À la limite, 4000, 5000, c'est la très grande limite. Aujourd'hui, on est à 5, 6 fois plus. 5000. C'est la faute aux enseignants? Ce n'est pas la faute aux enseignants. Mais qui doit bien payer les enseignants? Mais c'est l'État qui doit bien payer les enseignants, mais qui doit créer d'autres universités. Mais c'est l'État qui doit créer d'autres universités, mais qui doit exiger la qualification. Mais c'est l'État qui doit exiger la qualification. Vous parliez tout à l'heure des inspecteurs. Oui, les inspecteurs nous ont dit, nous n'y pouvons rien. Moi, je suis très sévère. Comme recteur, aussi bien à l'université de Lubumbashi qu'à l'université de Kinshasa, j'ai été très sévère. Et j'ai fait des discours dont les enseignants se souviennent. La dynamique de la médiocrité. Et quand je voyais une faute quelque part, je la sanctionnais. C'est moi qui sanctionnais. Pourquoi? Parce que moi, j'étais le représentant de l'État là-bas. Il appartient à l'État de faire respecter les lois au niveau de la conduite automobile, au niveau, n'est-ce pas, de la gestion administrative, au niveau des hôpitaux, dans tous les secteurs. Il appartient à l'État, non pas de demander aux gens d'être vertueux par une sorte de baguette magique, mais de faire peser la peur de la loi. C'est aussi simple que ça. Il faut que la loi soit appliquée. Si la loi dit « celui-là a commis telle faute », il faut le punir, punissez-les. Ne dites pas « il est de ma famille, il est de ma belle famille, il est de ceci ». Non, s'il vous plaît, si un État s'est affaibli, si les rouages de l'État se sont affaiblis, naturellement, tout ce qui est tributaire de la force de l'État s'affaiblit aussi. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas en train de donner raison à tous les défauts contre lesquels nous sommes en train de lutter. Parce que tout ce que vous dites là, oui, ça existe, par-ci, par-là, mais nous luttons aussi contre ça. Mais la plus grande responsabilité, c'est la responsabilité de celui qui crée l'enseignement, qui fixe les objectifs de l'enseignement, qui décrit la personnalité de celui qui doit sortir à la fin de l'enseignement, parce qu'il y a une fonction qui est visée dans le fonctionnement global de la société. Alors, professeur, les syllabus, aujourd'hui, c'est un problème. Il faut l'avoir. Beaucoup d'antivaleurs aussi, notamment en ce qui concerne les travaux pratiques qui sont presque remplacés par un petit commerce. Il suffit de donner un peu d'argent aux assistants ou aux chargés de cours. Vous avez finalement déjà des points de ce côté-là. L'évaluation aussi pose problème. Parce que si déjà l'inscription au niveau des universités pose problème, le professeur vient de parler de la création des universités. On a vu, par exemple, dans la ville de Kinshasa, toutes les universités privées ou officielles qui ont été créées à un moment donné, que le ministre Machako à l'époque avait eu le courage de fermer, aujourd'hui fonctionnent. Qui a donné cette autorisation pour que ces institutions reprennent le service? C'est aussi ça le problème. Ouais. C'est vrai, vous faites des bonnes analyses, monsieur le journaliste, des bonnes questions que vous posez.
en ce qui concerne les TP particulièrement, en ce qui me concerne, j'ai effectivement constaté, comme les syllabus, que pour les étudiants, il suffisait d'avoir le syllabus pour croire qu'ils ont des points, il suffisait d'avoir remis les TP et croire qu'ils ont réussi. Alors j'ai changé de méthode de travail. Je me suis dit, je ne veux pas être là à distribuer des points virtuels sans être sûr que cet étudiant que j'évalue vaut ce qu'il mérite. Alors les TP pour moi sont exposés systématiquement. Je vous donne un TP qui peut consister à relire entre autres systématiquement une bonne partie du cours et que vous allez exposer devant tout le monde. Alors à ce moment-là, quand vous le faites bien, vous montrez que vous maîtrisez votre cours au-delà du travail pratique papier-crayon que j'ai avec moi. J'ai aussi la possibilité de vous évaluer in situ. Hein. Je vous vois en situation et je peux vraiment vous évaluer objectivement. Mais là, je vais vous surprendre que beaucoup d'étudiants ne sont pas pour. Ils font tout pour éviter les exposés. Ils sont prêts à vous remettre les TP. Mais quand vous dites que vous devez passer à l'exposé, c'est tout à fait autre chose. Ils vont trouver toutes sortes de raisons pour qu'on reporte les exposés chaque fois, et jusqu'à ce que finalement on soit peut-être obligé de prendre des mesures un peu plus strictes pour les amener à cela. Donc, c'est vrai. Les syllabus, pour moi, hein, comme on sait le dire, je suis d'une formation quand même jésuite, j'étais chez le père jésuite au collège Monsomi, j'ai fait une bonne université qui s'amène jusqu'en Europe. Je crois que j'ai quand même vécu la rigueur scientifique. Alors, les syllabus n'a jamais été pour moi un outil de réussite ou une source financière. Je ne l'ai jamais ainsi considéré. Mais il est vrai que l'étudiant doit avoir son syllabus parce que le cours, quand nous l'exposons, on écrit mal. D'abord, ils écrivent très mal et très peu écrivent. Et même quand on écrit, souvent, ce que nous exposons ne remplit pas toute la palette de l'information que nous voulons donner. Donc, on est obligé d'avoir un support, surtout qu'il n'a pas de bonne bibliothèque, pour que l'étudiant puisse avoir une matière relativement complète à lire. Alors, si c'est effectivement, ça doit être utilisé comme source financière, c'est déplorable. Le professeur Lombé l'a bien dit, il faut absolument que l'on châtie en Europe, d'où nous venons. Je crois que ça ne s'écarte pas de ce qu'il dit là. On dit toujours l'Europe, mais c'est ça la réalité. C'est parce que le système éducatif est de loin mieux organisé là-bas qu'ici. C'est en fait les autorités à chaque niveau qui s'assurent de la qualité des enseignements qui sont donnés. À chaque niveau. Ce sont les autorités qui prennent des mesures, ce sont les autorités. Alors, tout le monde joue son rôle. Et alors, effectivement, chaque autorité est bien dans sa peau. L'enseignant, il n'est pas plaindre, quoi. Hein, même si ici sur Terre, personne n'est au paradis et tout le monde veut toujours avoir un peu plus. Mais là, en tout cas, ils vivent bien. Et donc, on peut bien les sanctionner quand ils n'ont pas bien fait leur travail. Mais si chez nous, quand déjà les directeurs et tout le monde, jusqu'au niveau le plus élevé, a des difficultés de vivre, comment va-t-il encore vraiment surveiller? Je crois qu'il faut qu'on mette l'enseignant de bonnes conditions pour qu'effectivement il arrive faut que l'État le mette dans de bonnes conditions pour qu'il puisse lui exiger ce qu'il doit faire et être sévère pour que les choses se redressent. Alors, professeur, il y a aussi un autre... Non, juste un petit mot pour les compléter. Oui. Il faut être très sévère vis-à-vis des enseignants. Mais il faut aussi les mettre dans des conditions pour qu'ils soient vertueux. Absolument. Il faut être très sévère vis-à-vis des juges. Mais il faut les mettre dans des conditions pour qu'ils soient vertueux. Il faut être très sévère vis-à-vis des fonctionnaires, les agents de la fonction publique. Mais il faut les mettre dans des conditions pour qu'ils soient vertueux. Il faut être très sévère vis-à-vis du soldat, vis-à-vis du policier. Mais s'il vous plaît, mettez-les dans des conditions pour qu'ils soient vertueux, etc., etc. Les problèmes du Congo sont des problèmes très graves. Très grave. Très grave. Oui, alors professeur aussi, il y a un problème. D'abord, l'évaluation pose problème. Aujourd'hui, il y a des universités publiques où vous voyez 3-4 sessions la même année académique. Vous voyez le non-respect du calendrier académique. On ne sait pas, on commence quand, on finit quand, des années élastiques. Alors, il y a des universités où les étudiants ne vont au cours que 3 ou 2 fois par semaine parce qu'on est obligé de faire la rotation parce qu'il y a plusieurs promotions, il n'y a pas de locaux. Est-ce que tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut dénoncer? Ah oui, c'est bon de les dénoncer, mais c'est mieux de les identifier. C'est mieux que
les responsables numéro 1 prennent ses responsabilités. Vous avez parlé des universités qui sont mal créées. C'est vrai. Moi, j'ai entendu un conflit que Machako avait eu à résoudre avec quelqu'un qui était à la tête des SIDEP. Il semble que cet homme s'était mis en tête qu'il pouvait créer 450 sites d'études universitaires. C'est extrêmement grave. Avec quels enseignants? Avec quels bâtiments? Avec quelles infrastructures? Avec quels équipements? Y compris la médecine, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui créent des enseignements aujourd'hui. Mais pourquoi? C'est le ministère seul qui donne l'autorisation de créer, d'ouvrir une école. Lorsqu'il y a eu la conférence nationale souveraine, le ministre qui était là a trouvé sur la table un document que moi j'avais laissé. Les critères, comment ouvrir un établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Parce qu'en 88, au mois de mai, le comité central du MPR avait demandé que nous puissions intégrer l'enseignement supérieur universitaire privé dans l'enseignement national. Nous avons envoyé des équipes pour faire des enquêtes à travers tous les pays. Nous avons arrêté les critères qu'il fallait. Le nombre de professeurs qualifiés, la capacité d'accueil d'un établissement, n'est-ce pas, etc., etc. Plus rien n'est respecté aujourd'hui. Alors, les grands tournants, naturellement, lorsque le pays connaît des désordres politiques et que grâce aux accords politiques, le pouvoir est partagé avec des gens qui viennent, n'est-ce pas, de tels pouvoirs politiques, de telle armée, ainsi de suite, n'importe qui, beaucoup de gens vont aller à la direction de l'enseignement, à la direction du ministère, sans savoir ce que c'est, et ils vont créer. Et comme l'État des espèces sonnantes et trébuchantes en quelque sorte. Aussi, pourquoi pas? Oui, aussi, il faut le dire. Il faut pouvoir le dire. Alors, quand des gens non qualifiés sont à la tête du système, naturellement, le produit qu'ils vont donner sera un produit de non-qualification. Ça s'explique aussi par là. Il y a le népotisme, il y a la faiblesse de ceux qui dirigent, il y a l'ignorance. Ce n'est pas n'importe qui peut être médecin, ce n'est pas n'importe qui peut créer la polytechnique. Il y a des extensions universitaires qui créent la polytechnique. C'est extrêmement grave, extrêmement grave. Il y a des gens ici qui créent des facultés de médecine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils envoient en stage chez des médecins à l'université. Vous voyez un thermomètre. Il y a un côté où vous avez le mercure. Non, le stagiaire prend le côté où il y a le mercure, il le met dehors. Et le côté qui n'a pas de mercure, par où le mercure doit monter pour qu'on lise, n'est-ce pas, des degrés de fièvre, il met ça sous... C'est extrêmement grave. Je crois qu'il faut fermer. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut des états généraux pour qu'on examine tout ça dans les détails. Voilà, nous sommes en train d'avancer, professeur Badikadi. Là, aujourd'hui, le gouvernement vient de prendre la décision dans le cadre de l'appui au secteur de l'éducation nationale, notamment l'enseignement primaire et secondaire. Il y a des fonds pour soutenir l'enseignement, notamment avec la création des écoles, la réfection des écoles. Est-ce que tout ça, ça peut, quelque peu, dans un bref délai, arriver à rectifier le tir? Mais c'est tout ce que nous souhaitons. C'est tout ce que nous souhaitons. Mais je suis au regret de vous dire que je suis en train de mener une expérimentation depuis le début de l'année. Votre chaîne m'a déjà suivi à l'EDAP, l'école d'application de l'Université pédagogique nationale, où je mène mon expérimentation alors dans les conditions les plus difficiles. Je voudrais effectivement expérimenter ma méthode cognitive et qui, je vous l'assure, donne de très bons résultats maintenant. Les élèves que vous avez vus là, aujourd'hui lisent. Hier, je leur ai apporté, comme si je savais que j'allais être avec vous aujourd'hui, à chacun un livre de la méthode. Chaque élève a son livre maintenant, en préparatif de l'inspection, pour que l'inspection s'en rende quand même compte comment les élèves lisent. Eh bien, c'est vraiment de ma poche que tout cela sort. Et difficilement, j'ai causé avec le recteur hier, j'en ai parlé avec le préfet des études qui est sur place pour leur montrer que l'effort que je fournis est trop important. Donc nous voulons effectivement que nous soyons soutenus, nous les chercheurs qui sont sur terrain, par
ces financements, hein, nous voulons le voir. Parce que même à l'inspection, je vais même à l'éducation nationale où je rencontre certains enseignants hein, pour discuter des livres que sont de voir là. Et puis, excusez-moi de le dire, sur un plateau de télé, qui s'en plaignent, entre autres, de ne pas avoir suffisamment de transport, peut-être qu'ils vont m'en vouloir, mais c'est un problème réel qui est connu partout. Hein? Ils me lisent, ils font un effort pour lire les chercheurs qui sont en train de faire un effort. Il dit mes professeurs, alors ils se plaignent. Bon, c'est triste pour nous. Alors j'étais obligé de sortir de ma poche pour dire écoutez, partageons-nous ce que nous avons. Donc ce n'est pas normal. Alors que nous avons beaucoup d'argent, un grand financement, voilà des secteurs que je crois clés où cet argent doit apparaître. On doit sentir qu'il y a un effort réel qui est fourni. Hein, qu'on ne nous en veut pas, on en parle, je crois que c'est pour que ça change. Donc, bientôt là, maintenant j'ai produit pas plus de 200 ouvrages que je vais distribuer dans toutes les écoles où l'expérimentation s'est passée, de ma propre poche. C'est difficile. C'est difficile. Donc, nous voulons bien que cet argent, cet appui-là, arrive partout. Oui. Exactement. Alors, professeur, un élément que je voulais peut-être oublier, il y a, on a parlé de la création des universités et des écoles. On a oublié un élément. Et pourquoi ces derniers temps cette propension, les instituts techniques, les instituts supérieurs, je veux dire, techniques, on prend l'IPN qui formait des enseignants qualifiés pour les secondaires, on a aujourd'hui peut-être l'ISTA, l'IFACI, tout le monde veut devenir université. Vous avez été ministre de l'Éducation, recteur. Pourquoi tout le monde veut devenir université? On ne veut plus des instituts supérieurs techniques pratiquement. Est-ce que ça n'a plus de sens ou c'est dépassé pour le moment? Bon, moi j'ai été ministre de l'Éducation, c'est vrai, parce que l'enseignement supérieur et universitaire fait partie de l'éducation. Je n'ai pas été ministre de l'Éducation nationale. Vous comprenez? Oui. Bon. Mais pourquoi les gens veulent aller à l'université? Parce que, déjà dans les secteurs qui nous concernent, l'enseignement primaire et secondaire, les salaires, les conditions qui sont faites à l'enseignant n'attirent personne. Résultat, c'est un recul. Les gens fuient ces secteurs-là. Même l'enseignement universitaire. Je vous dis que si vous allez au Rwanda, beaucoup d'enseignants au niveau secondaire sont des Congolais. Je vous dis qu'une partie de nos professeurs de la Polytechnique, les Lunikines, ils enseignent au Rwanda. D'autres sont partis ailleurs. Pourquoi? Parce que l'enseignant est bien traité. La question que vous posez exige une planification d'ensemble. Une planification d'ensemble. Qu'est-ce que l'État veut? L'État veut que ce pays devienne quel pays? J'entends parler de la résilience et d'un géant. Il n'y a pas de résilience ici. Il n'y a pas des éléments qui montrent que si, il y a des potentialités. Elles sont là, c'est exact. Mais je ne vois pas des efforts qui vont faire en sorte que, réagissant, n'est-ce pas, à toutes les agressions, à tous les traumatismes que le pays subit, le pays se relève. La résilience, c'est dans ces efforts-là. J'entends parler de l'émergence. Non, il n'y a pas d'émergence ici. Non. Où est cette planification globale qui nous dit, dans tant d'années, voici ce qu'il va y avoir comme population, dans tant d'années, voici ce que nous allons former comme agronomes, dans tant d'années, voici ce que nous allons avoir comme formation dans tel et tel secteur, et comment nous entendons mener l'économie. L'économie congolaise est entre les mains des Congolais. Il y a 5 grandes familles qui tiennent l'économie congolaise. L'import-export, ce n'est pas l'affaire des Congolais, s'il vous plaît. C'est l'affaire des Asiatiques, des Indiens, des Pakistanais, aujourd'hui des Chinois, etc., etc. Où est donc la planification globale qui montre la détermination de l'État congolais pour aller de l'avant, pour fixer les objectifs? Déjà en 2015, vous voyez les objectifs du millénaire. Mais l'État congolais a déjà dit que non, nous n'y serons pas. Lorsque vous regardez les IDH, les indicateurs du développement humain, le Congo, c'est le dernier pays de la planète. Est-ce que le gouvernement a réagi dans l'ensemble?
C'est comme ça. Quand nous parlons comme ça, il y en a qui disent ah, celui-là, il est de l'opposition. Non, je n'accepte pas les faiblesses. Je n'accepte pas les défaillances. Et donc, n'attendez pas de moi que je vienne vous encenser quand vous ne méritez pas. Très bien, merci professeur. Alors, professeur Badi Kadila, aujourd'hui, ça fait quand même mal de le dire, le professeur vient de parler de l'indice de développement humain et tout. Mais aujourd'hui, quand on prend les statistiques, on prend les grandes universités africaines, on ne retrouve aucune université congolaise. Ce qui veut dire que malgré tout ce que nous faisons comme bruit, les collations qu'on voit ici, nos diplômes ne servent plus à rien. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que ces gens-là qui évaluent les universités à travers le monde, je ne pense pas qu'ils le font avec complaisance. Hein. Il y a des critères techniques, objectifs qui sont utilisés pour arriver à apprécier les universités. Nous avons eu la chance de voyager à travers le monde, d'être dans d'autres universités africaines, européennes, de voir la différence qui existe entre ces universités. Et je crois que c'est bien dit, il y a un problème réel dans nos universités. Nous avons des problèmes qui montrent la carence d'enseignants d'abord aussi. Hein. Oui, un certain nombre d'indices qui montrent que ça ne marche pas. Carence d'enseignants, un élément, surpeuplement des universités, et puis mauvaise formation de base des étudiants actuellement. C'est bien que tout cet ensemble d'éléments fait que nous puissions être dans cette situation. Donc il y a quelque chose qui doit se faire. Hein, je suis dans une conférence de la PUPEN. La PUPEN, ce sont des professeurs de l'Université pédagogique nationale, où un professeur s'est levé pour dire, mais oui, au lieu de nous défendre chaque fois qu'on nous dit que nous ne sommes pas bons, essayons plutôt de voir ce qui ne va pas et comment essayer de faire mieux. Je crois que c'est ça ce qui doit être fait. Nous les sentons, nous les vivons. Un certain nombre de problèmes se posent effectivement. Finalement, on se dit, mais qu'est-ce que nous faisons? Donc, tant dans les soutenances de mémoire que dans tout ce qui se fait, il y a des questions de fond qui se posent. Si on doit être rigoriste, comme on essaie de l'être parfois, je crois que on assistera à l'hécatombe. Mais quand l'étudiant arrive en deuxième licence, il doit absolument avoir son diplôme. Presque, c'est devenu comme ça au Congo, malheureusement. Donc, ne pas terminer la deuxième licence devient un cas rare, d'abord étonnant. Donc, quel qu'il soit-on, d'abord le passage est presque automatique, et on arrive en deuxième licence, on doit réussir. Dans quel pays est-ce qu'on a déjà telle éducation? Alors, donc il y a des choses qui se passent et nous devons faire un effort pour que ça change effectivement. Très bien. Alors, professeur Lombeya, il a évoqué quelque chose de plus important. Le Premier ministre Muzito présentait des statistiques, à peine 2000 professeurs ordinaires parce que les autres sont allés ailleurs. Très peu de chefs de travaux qui ont déjà des thèses prêtes à être soutenues. Les assistants, c'est aussi les bons, alors, se comptent au bout du doigt. Il y a ce phénomène, les enfants d'abord, ainsi de suite. Alors, c'est tout un problème. À votre avis, comment le résoudre pour que nos universités figurent quand même parmi, on voit le Rwanda, on voit les Sud-Africains, vous l'avez dit ici. À un moment donné, il y en a aussi qui venaient étudier ici au Congo. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors, moi, je n'ai pas suivi les statistiques du Premier ministre Muzito. Je serais content si le Premier ministre Muzito avait dit voici les taux démographiques de la République et voici les ratios, nombre de professeurs, population encadrée. Ça, c'est parlant. Oui. Ça, c'est significatif. Ça ne sert à rien de donner un chiffre comme ça. Dans les vides, non. Toujours le ratio. La même chose pour les médecins. Oui. La même chose dans tous les secteurs. C'est comme ça que les choses doivent aller. Vous comprenez? Donc, donner, n'est-ce pas, des chiffres. Je crois qu'il était allé dans le même sens que ce que vous dites, parce que selon cette étude qu'il présentait, donc le nombre d'étudiants augmente chaque année. Est-ce qu'il a fixé les termes? Jusqu'en 2016, il y avait quand même une politique qu'il fallait. Je ne sais pas si le gouvernement actuel l'a fait. Quand je dis les termes, c'est dire en 2016, puisque vous parlez de 2016, nous aurons résolu le problème. Est-ce qu'il a terminé en disant cela? Nous aurons trouvé des solutions satisfaisantes aux problèmes. Pas seulement dans l'enseignement,
mais dans ceci, dans cela, dans ceci, dans cela, etc., etc. C'est comme ça qu'un pays se gouverne. Très bien. Alors, professeur, vous allez finir par là. Un mot à l'occasion de cette journée. Et quelles sont les perspectives? Nous savons que le système est en difficulté, c'est vrai, mais comment sortir la tête de l'eau? Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'expert? Les experts, malheureusement, n'ont pas des décisions à prendre. C'est l'État, ce sont les gouvernants, vous comprenez, qui doivent dire qu'est-ce qui entre dans la caisse de l'État et qu'est-ce que nous donnons dans tel et tel secteur. Il y a un problème de développement rural, il y a un problème d'agriculture, il y a un problème des routes, il y a un problème d'enseignement. Je vous ai dit, lorsque vous détruisez l'enseignement d'un pays, vous détruisez l'homme. Et quand vous détruisez l'homme, vous détruisez le pays tout entier, dans tous les secteurs. Dans les secteurs pour lesquels nous sommes en train de parler ici, je crois qu'il faut faire des états généraux. Dans beaucoup de secteurs d'ailleurs, il faut faire des états généraux et identifier nos problèmes. Et identifier nos problèmes et dire, tiens, voici ce dont la République dispose, nous planifions. Nous nous donnons un horizon temporel. Et puis, naturellement, si les hommes compétents ne sont pas à la place qu'ils doivent occuper, il est évident que cette planification ne tiendra pas. Donc, j'insiste sur la responsabilité des pouvoirs publics. Ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas les professeurs. Non, 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 c'est l'État qui doit prendre ces décisions. Très bien, alors, professeur Badi Kadila, perspective d'avenir, qu'est-ce que vous proposez ou vous préconisez pour que le changement puisse intervenir le plus vite possible et que notre système éducatif reprenne ses lettres de noblesse, pourquoi pas? Très bien. Le professeur vient de parler, le professeur Lombeya vient de parler de la superstructure. Voilà l'État qui doit intervenir. Ben, je suis tout à fait prenant de ce qu'il dit et je le complète en montrant que vous avez devant vous un chercheur qui est en train de travailler dans des conditions très difficiles et qui vient de mettre au point la méthode cognitive, de l'enseignement de lecture fondamentale, la porte d'entrée au savoir. Nos élèves, dans une large mesure, ne savent plus lire. Et quand on ne sait plus lire, quand on ne sait pas lire, on ne peut jamais être formé. On va faire un semblant de formation, on va passer des classes d'année en année, et partout on sera là. Mais en réalité, on va arriver à l'université sans pouvoir lire son syllabus et on va attendre que le fait d'avoir payé les services qu'on ait des points. C'est là la porte. Donc je suis plutôt au niveau technique pour montrer que c'est là que les choses doivent se jouer. J'ai montré à travers mes recherches doctorales que la méthode cognitive est pratiquement la porte de sortie de nos difficultés. Le PSP qui m'a reçu en atelier pédagogique a été, de mon avis, on a même cité nommément comme ayant largement contribué à cet atelier à partir de ces recherches. Je continue. J'étais applaudi hier à l'EDAP parce que ces enfants commencent déjà à lire, ce qui était un vœu pieux, donc inimaginable l'année passée quand je suis passé là. Donc c'est dire que je veux d'abord que le ministère qui est en train d'analyser mon brevet là, qu'il fasse un peu vite parce que mon mandataire, le maître Mbouyi Kapouyi, qui est tout le temps avec eux pour que ça se débloque, rencontre des difficultés tout à fait autres qui font que les choses ne marchent pas. Merci. Et au-delà, pour terminer, si vous me le permettez, donc qu'on tienne compte, que le pays tienne compte de cette recherche que je viens de mener là, qui va largement aider ce pays à sortir de l'illettrisme dans lequel se trouvent la plupart ou beaucoup de nos élèves et étudiants. Merci professeur Lombeya, merci professeur Badi Kadila. Je précise que le professeur Lombeya est de l'université de Kinshasa, le professeur Badi Kadila est de l'université pédagogique nationale. Nous avons parlé de notre système éducatif dans son ensemble. On a démontré comment nous étions hier au sommet et aujourd'hui on est presque au bas de l'échelle, presque comme beaucoup de secteurs de notre vie en République démocratique du Congo. Et il faut des efforts. Et ces efforts doivent venir des dignes fils du pays qui ont l'expertise et qui ont la compétence
pour pouvoir rectifier les tirs et pourquoi pas permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain numéro de votre émission Entretien, c'est déjà pour bientôt. Dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci. Merci. Merci.